Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Geliapli. La dernière vidéo portait sur le jeu Elemental Dungeon, et j'étais resté sur ma faim. Il y avait des choses que je ne vous avais pas dit, des éléments qui manquaient, alors les voilà, sous la forme de 5 conseils pour tous ceux qui voudraient se lancer dans les donjons. Trouver l'élément central. Comme vous le savez déjà, on ne choisit pas ses éléments de départ. Mais si vous débloquez un personnage, vous pourrez en changer et revenir ensuite au précédent, espérant ainsi avoir les 2 éléments de départ que vous souhaitiez. Alors pourquoi faire ce manège quelque peu ridicule ? Eh bien pour avoir votre élément central, celui qui détermine une bonne part de votre stratégie. Et là c'est assez complexe à décrire, puisque cela dépend en bonne partie de votre manière de jouer. Mais selon les personnages, vous aurez une manière de jouer qui dépendra en bonne partie des combinaisons d'éléments et des formes que prennent les attaques. Un exemple sera plus clair. Avec la petite sorcière, la plupart des attaques sont des souffles à moyenne distance. Mais la terre est un mur qui ne fait pas de dégâts à l'apparition, tandis que le Darku est un tir à longue distance. Personnellement, comme je cherche plutôt à rester écarté du corps à corps, je me base donc sur le Darku. C'est l'élément central et je cherche des éléments qui vont bien avec, comme le feu qui donne accès au feu ombre et l'électricité qui donne accès à la boule de foudre. Des attaques dévastatrices, pendant que je peux rester écarté pour terminer les ennemis avec le Darku. Autre exemple, le chasseur a comme élément central la foudre, et je pense que ce sera le cas pour tout le monde. En effet, les flèches de foudre passent à travers la plupart des obstacles, notamment les murets qui pourrissent la vie à tous les autres personnages en fait. À partir de là, on peut prendre à côté le feu et la glace, qui donnent des attaques plus puissantes et qui passent toujours à travers les obstacles car mélangées à la foudre. Et de toute manière, la flèche feu-glace est très forte et inflige à la fois froid et brûlure, et la combinaison feu-glace-foudre, c'est le délice. Bref, selon votre manière de jouer, vous devez trouver les éléments qui vont au mieux avec votre stratégie, votre manière de jouer. Mais ne vous fermez pas non plus. Il faut pouvoir rebondir aux aléas des éléments qui vous tombent dessus. Et au final, tous les éléments ont avantages et inconvénients dans leur mixte. Apprenez surtout à manipuler chacun au mieux. Ronin et la foudre. Je fais carrément un point à part pour ce personnage, car il comporte un piège, une lame à double tranchant qu'il faut manier avec subtilité. La foudre. En tant que sort de base, Ronin utilise cet élément pour faire un dash dans la direction indiquée et fait des dégâts sur le trajet. Beaucoup de dégâts. Et le dash est relativement grand et permet de fuir une situation compliquée. De plus, toutes, et je dis bien toutes, les fusions d'éléments avec la foudre donnent des attaques puissantes tant par leurs dégâts que par la mobilité qu'elles offrent. Alors, quel est le problème ? Car évidemment, il y a un problème, sinon je dirais juste que c'est génial. Eh bien, c'est à la fois très simple et très compliqué. Le dash est un déplacement et ne vous rend pas intangible. En clair, vous pouvez prendre des dégâts sur le chemin, si les ennemis chargeaient une zone de dégâts par exemple. De plus, on ne peut pas s'arrêter en cours de route, donc on peut absolument se jeter dans un trou. Enfin, et c'est un élément qui se voit surtout sur l'archer, il y a une aide à la visée, qui se manifeste sur Ronin par le fait que le dash ira sur l'ennemi le plus proche, si vous ne restez pas à le charger et à le rediriger. Vous pourrez chercher à frapper un ennemi isolé, mais en appuyant trop vite, vous jetez sur un autre et au cœur des problèmes. C'est pourquoi la foudre est un élément complexe. Ses dégâts sont réels, très intéressants, mais sa maniabilité la rend trompeuse et peut vous précipiter à la mort sur une mauvaise manipulation. Utilisez la foudre, mais avec prudence. 3. Les objets. Grand classique des RPG et autres jeux qui épousent leur esthétique,
Les objets sont capitaux pour éviter les ennuis. En effet, la majorité des objets que vous débloquerez, soit avec les cartes à décoder chez le vampire, soit en les achetant dans les niveaux, Combien ? sont des utilitaires. Pas des dégâts directs ni des augmentations de la vie. Il y en a, comme l'opale qui augmente les dégâts d'eau ou le trèfle qui augmente la vie. Mais la plupart sont des diminutions de dégâts en fonction des situations, de l'élément qui vous attaque généralement, ou alors des améliorations des mécaniques. Un exemple, les cerveaux augmentent la quantité de mana disponible, donc la régularité des attaques combinées, et l'étoile augmente la régénération du dit mana. Donc ce sont des utilitaires. D'ailleurs, si j'achète un cerveau, est-ce que de base, J'ai pas de cervelle. mais ceux qui vous feront vraiment baver d'envie, ce sont les immunités. Certains objets offrent une immunité à certains malus, ou une probabilité de résister aux dégâts d'un certain type. Le poison, C'est non. la brûlure, C'est non. l'humidité, C'est non. les dégâts de glace. Alors c'est selon les cas, j'ai 25% de chance de blocage, mais si tu m'améliores, on peut négocier plus, voilà. Soyez attentifs aux nouveaux objets et améliorez-les selon ceux qui vous sauvent le plus les fesses. Voilà. En plus, il y en a un qui s'appelle la bague de Sauron. « 4. Les talents et les sorts. Tant que nous sommes dans la zone de départ, passons voir les talents. Alors, cela se trouve au niveau de ce siège rappelant dangereusement The Evil Within. Contre de l'énergie, cette petite monnaie bleue gagnable en donjon, vous pouvez vous offrir divers bonus selon vos besoins. Mais j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi il y a plusieurs pages de talents. Puisque le nombre de bonus n'est pas limité, qu'est-ce qui m'empêche de tout améliorer au maximum ? Il est pas con ce garçon. Pas de gros mots. Bon, ces bonus sont toujours valables, une fois achetés, c'est à vie. Maintenant, allons voir le père Fouras apparemment. Quoique, il semble avoir abandonné les énigmes pour les sorts de destruction massive. Oui, Fort Boyard fut une époque riche, mais depuis que personne ne vient à cause du Covid, j'ai dû rebondir. Et pof, me voilà. Il faut dire que j'avais déjà une certaine expérience de la chose, oui. Enseigner des magies extrêmement dangereuses à des inconscients qui vont ensuite risquer leur vie dans des endroits mortels. Ouais, j'ai été directeur de Poudlard, quoi. Alors, à quoi sert Fourmbeldor ? Eh bien à changer vos sorts à 3 éléments. Oui, vous vous rappelez, les attaques énormes à 3 éléments, extrêmement pratiques pour tout ce qui est meurtre. Eh bien ici, vous pouvez en apprendre d'autres. Vous n'aimez pas beaucoup les oiseaux flash, trop dispersés. Eh bien changez pour les oiseaux bombes. La même combinaison d'éléments, mais une excellente protection qui explosera vos ennemis plutôt que de les laisser vous toucher. Bref, adaptez votre set de sorts aux situations que vous rencontrez et à votre manière de jouer. La seule chose que je déplore, c'est les combinaisons feu, foudre, ombre. C'est mes éléments favoris, presque tout le temps leurs combinaisons à 2 éléments permettent de réagir à toutes les situations en fait, tous les ennemis. Et les 2 combinaisons à 3 que l'on a, c'est ça. Un trou noir, mais qui ne fait pas de dégâts. Même pas un peu, juste il bloque les gens en son centre. Mais il les attire à peine, même pas pour l'un d'entre eux. Et ça ne marche pas sur les boss, hein. Que fait la police de l'utilité ? On laisse Sakura en liberté, on permet l'utilisation de ce sort pourri. Pire, cette chaîne n'est même pas fermée. Non, vraiment, on peut pas vous faire confiance, les gars. « 5. Trouvez-vous des potes. Ultime conseil, valable pour beaucoup de situations, ayez des potes avec qui jouer. Suite à l'un ou l'autre coup de bol incroyable, des hyperboles même, j'ai pu faire quelques parties en multijoueur, et vraiment, ça vaut le coup. Les épées peuvent se combiner, on peut prendre les ennemis à revers, vraiment, c'est du lourd. De plus, quand on meurt, ce n'est pas si grave, puisque l'on peut revenir sous la forme de ce petit fantôme qui peut faire de minuscules dégâts et surtout révéler la position des ennemis. Le but est donc d'aider au mieux votre allié afin qu'il tue quelques monstres. Vous collectez alors sur leur cadavre encore chaud des petites énergies et quand vous en avez suffisamment, vous revenez à la vie. Dois-je comprendre que tu fais de multiples sacrifices de sang pour amener ton pote à la vie ?
Comment dire On avait dit non. La nécromancie est interdite en douille. Il faut juste avoir une bonne connexion, sinon il y aura des lags. Mais ça vaut le coup. Bon, ce point est plus court, mais je n'ai pas beaucoup de gameplay à vous montrer en fond. Donc fin du point. Voilà donc la fin de cette vidéo qui termine pour l'instant toute celle sur Elemental Dungeon. 2, c'est pas beaucoup. Mais en espérant qu'elles vous auront plu et vous auront donné envie d'y jouer. Sur ce, au plaisir de se revoir quelque part dans cet univers. Petit arrêt, quelque chose que j'ai découvert pendant le montage de cette vidéo. En me baladant dans la zone de départ, j'ai découvert qu'il y avait un petit endroit qui s'appelait les astuces, qui donnait des petits conseils, mais surtout 2-3 lignes de scénario, ce qui est toujours sympathique. On y découvre qu'un certain ou une certaine Madil, un être dont on ne sait actuellement rien, est à l'origine des donjons. Donc, une armée de monstres qui doit se former au combat contre nous, puisque nous sommes les aventuriers qui allons les affronter. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. En effet, il y a un autre endroit où on débloque des nouveaux donjons, des nouvelles zones, et qui semble lui aussi créé par Madil, ou du moins géré par cette entité, l'espèce de grosse stèle là. Et qu'est-ce que l'on peut en conclure? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bon, pas grand-chose, si ce n'est que mes théories de l'épisode précédent sont toujours valides, y compris celle de Splinter le rat ninja, mais également que peut-être c'est nous, les monstres, qui sont formés à ensuite détruire le monde, puisque c'est nous qui allons toujours nous battre et devenir de plus en plus forts, en affrontant différentes choses. Peut-être que nous sommes les méchants de l'histoire. Ouais. Mais où placer le Balrog dans tout ça ?